Ici Alex Wagner et dans mon journal de la séduction, je vous passe en revue les vidéos du mois en séduction sur YouTube qui ont accroché mon intérêt. C'est sur Morning Kiss. Alors je vais démarrer avec une vidéo publiée par Lagouaille qui est de arrêter de perdre votre temps sur le terrain. Et là c'est Vincent de Lagouaille qui nous fait le rappel que les moments où on apprend en drague et en séduction, c'est quand on est en interaction. Et que pour cette raison-là, il faut être sans arrêt, perpétuellement en interaction. Vincent nous rappelle que cette notion de minimiser le temps entre les interactions, et ça permet de faire venir ce que moi j'appelle un élan social, d'être sur une lancée sociale, de faire venir le mojo, il y a plusieurs façons de le dire. Et Vincent nous souligne, à juste titre, qu'après une session de drague, on se sent vidé, fatigué, parce que c'est quelque chose qui se doit être intense, dans lequel on sort loin de sa zone de confort, donc bien évidemment c'est fatigant. Le complément que j'aimerais apporter à cette vidéo, c'est que autant je suis parfaitement d'accord avec cette analyse quand on est en atelier de séduction, ou même quand on sort avec le but express de draguer, par exemple sortir pour le sport, pour améliorer son savoir-faire, là effectivement il convient d'être tout le temps en interaction, ou du moins de minimiser le temps entre les interactions. Là où je peux diverger d'opinion, c'est que faut quand même rappeler que Raj et Vincent de Lagouaille sont des coachs en séduction, donc bien évidemment ils ont eu, pour devenir experts, une approche relativement hardcore comme ça. Maintenant, chacun n'est pas obligé d'aller aussi loin, parce que Vincent nous parle quand même d'être sorti 4 à 7 fois par semaine, 4 à 7 fois par semaine pendant 2 à 5 ans. Évidemment, pour certaines personnes, ça pourrait être perçu comme une démarche un peu déséquilibrée, limite obsessionnelle. Alors c'est efficace. Maintenant, la chose que je voulais rappeler, c'est que pour devenir bon avec les femmes, évidemment, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin, vous n'êtes pas obligé de devenir coach en séduction, et vous pouvez avoir des sorties qui soient équilibrées. Vous avez très bien le droit de sortir le soir avec des amis, dans un bar ou dans des soirées, et vous n'êtes pas obligé d'être tout le temps en interaction avec des femmes inconnues. Vous pouvez sortir avec vos potes, et simplement, quand vous allez voir une femme qui vous plaît, là, vous allez y aller, vous allez aller en interaction, avec de préférence certaines méthodes et certaines techniques de savoir-faire. Ou pareil, dans la journée, vous pouvez très bien sortir pour faire des courses, pour vous acheter quelque chose, et vous n'êtes pas obligé d'être sans arrêt en interaction. Donc c'était le complément que je voulais apporter à cette vidéo-là. Après, on va passer sur Nicolas Dolto, qui a publié une vidéo intéressante sur le secret pour réussir vos relations. C'est intéressant parce que déjà, c'est un sujet qui est rarement abordé par les coachs en séduction, donc là, ça fait une bouffée d'air frais. Et Nicolas nous met en exergue le point qui, d'après lui, est le plus important en couple, en relation, c'est la notion d'engagement. Effectivement, s'engager, c'est se poser avec une personne donnée, sortir de la mentalité, nous raconte Nicolas, que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, arrêter de chercher, fermer son profil de site de rencontre, c'est souvent une mesure chez les gens qui se rencontrent via des sites de rencontre, c'est « Ah, est-ce que tu as fermé ton profil de site de rencontre ?» Voilà, ça matérialise en quelque sorte l'engagement de fermer son profil de site de rencontre. Et c'est un peu comme Nicolas nous fait une analogie intéressante avec une recherche de job. Parce que rechercher un job, c'est pareil. Imaginez, vous prenez un nouveau job, vous prenez vos fonctions, et à côté, vous continuez à être sur un site de recherche d'emploi. Voilà, vous allez avoir du mal à vous investir correctement dans votre nouveau job si vous êtes toujours en train de regarder si l'herbe ne serait pas plus verte ailleurs. Donc cette analogie avec le job, je trouve qu'elle est bien trouvée. Et Nicolas nous souligne que d'ailleurs, plus on va s'engager dans la relation, plus on va y prendre du plaisir. Et là aussi, on peut reboucler avec l'analogie qu'il fait sur le travail, l'emploi, parce que dans un emploi, c'est pareil. Plus on va s'engager dans un emploi, plus on va y prendre du plaisir. Alors qu'à l'inverse, si on est constamment en train de chercher s'il n'y aurait pas un meilleur emploi par ailleurs, on va avoir la bougeotte, on ne va pas être très bien et on ne va pas être très engagé, et donc on ne va pas y prendre beaucoup de plaisir. Ah oui, un autre point que Nicolas fait, c'est que engager ne veut pas dire pour autant de cesser d'évoluer.
On peut tout à fait, en restant, d'ailleurs, c'est même peut-être souvent la partie la plus difficile, c'est quand on est en couple, on doit continuer à évoluer. Parce que tant que vous faites que des rencontres, en fait, vous allez pouvoir faire de multiples fois, finalement, des interactions qui vont se ressembler, c'est-à-dire faire la rencontre, faire le rendez-vous, conclure derrière. Alors que quand vous êtes dans une relation établie, une relation posée, et je sais de quoi je parle puisque je suis avec ma femme depuis 7 ans maintenant, vous allez devoir vous réinventer régulièrement, réinventer le couple, faire vivre ça, alimenter le désir et la passion. Et donc effectivement, se poser n'interdit pas, au contraire, d'évoluer. Le complément que j'aimerais apporter, c'est de nous rappeler l'étymologie du mot décider. Parce que décider d'être en couple avec une femme, cette étymologie, c'est le latin decidere, qui veut dire trancher. C'est-à-dire, c'est cette image de couper, trancher toutes les autres avenues, toutes les autres options. Donc on revient à cette analogie de fermer son profil de site de rencontre. Voilà, on décide, ça veut dire qu'on coupe les autres avenues de possibilités pour se focaliser sur l'avenue de possibilités qu'on a choisie. Et l'autre complément que j'aimerais apporter, c'est s'engager, oui, mais si on a eu du choix. C'est-à-dire que si on n'a pas encore appris comment rencontrer des femmes, comment provoquer les opportunités de rencontre, on pourrait faire l'erreur de s'engager avec la première venue. Et ça va être souvent la catastrophe. Donc je dirais d'abord s'assurer d'être dans un univers d'abondance, c'est-à-dire d'avoir le choix d'être avec quelqu'un de bien, quelqu'un qui va nous correspondre. Et une fois que ça s'est fait, effectivement, de s'engager avec la personne choisie. Alors, Nicolas nous a posté aussi sur sa chaîne YouTube une page de vente pour sa conférence de sexualisation. Sujet extrêmement important parce que toute séduction repose sur la polarité homme-femme, et qui dit polarité homme-femme, dit forcément sexualisation. Et Nicolas nous donne une définition très claire de ce qu'est la sexualisation, c'est-à-dire amener une femme d'avoir un intérêt jusqu'à avoir une envie. C'est-à-dire que tomber dans la friend zone, finalement, c'est quand une femme nous trouve de l'intérêt, mais qu'elle n'a pas envie de nous. Voilà cette distinction. Nicolas fait une deuxième distinction qui est fondamentale, c'est la différence entre le comportement et le physique, et que la sexualisation découle typiquement de facteurs de comportement et d'attitude, et beaucoup moins de facteurs physiques. Et ça peut paraître contre-intuitif, parce qu'on pourrait se dire que pour sexualiser, il faut faire du bodybuilding, faire grossir ses muscles. Or, ça peut être un levier à la marge, mais ça ne va pas être le levier principal qui eux, seront comportementaux. Et justement, Nicolas nous liste 4 facteurs qui, d'après lui, sont les plus importants en sexualisation. Il nous dit que le premier, c'est le non-verbal, que le deuxième, c'est l'écrit, et là, il fait allusion au SMS, par exemple. Le troisième, c'est le verbal, et le quatrième serait la logistique. Alors, moi, j'ai eu un petit peu une confusion, parce que quand Nicolas nous parle des leviers écrits et verbaux, pour moi, l'un est une sous-catégorie de l'autre. C'est-à-dire qu'en psychologie, on fait la distinction entre la gestuelle, d'une part, qui rassemble non seulement gestuelle, mais aussi posture et regard. On parle comme deuxième facteur du paraverbal, et ça, c'est tout ce qui passe dans la voix, mais qui ne soit pas des mots, c'est-à-dire la tonalité, le rythme de la voix. Voilà, ces aspects qui passent par la voix, mais pas les mots. Et en dernier point, tout ce qui est verbal, et là on parle des mots. Donc pour moi, l'écrit et le verbal, ça fait partie du verbal. Et j'étais un peu... alors j'ai pas bien compris sa distinction, il parle du facteur logistique. Il n'a pas détaillé dans cette vidéo qu'est-ce qu'il voulait dire par ça. J'imagine que c'est le choix du lieu du rendez-vous. Ce que je ne comprends pas là, c'est que, à mon sens, un lieu de rendez-vous, un rendez-vous de séduction peut être très similaire à un lieu de rendez-vous amical. C'est-à-dire que dans les deux cas, souvent, le premier rendez-vous, moi je vais le faire autour d'un verre, dans un café ou dans un bar. Peut-être que la distinction, c'est que Nicolas pense à des lieux plutôt romantiques, avec des bougies, je ne sais pas. Il ne le dit pas, donc je ne vais pas essayer de spéculer. Le complément que j'aimerais apporter à sa vidéo, c'est que pour moi,
le point peut-être le plus important en sexualisation, c'est l'état d'esprit, le mental. Parce que le mental va influer inconsciemment et automatiquement sur le reste. C'est-à-dire que si on entretient dans sa tête des pensées sexuées, si on est en clair, en interaction avec une femme en train de penser à ce qu'on a envie de lui faire ou à ce qu'on va lui faire plus tard dans la chambre à coucher, bah ça va automatiquement calibrer tout le non-verbal, par exemple. C'est-à-dire que la tonalité de voix va baisser, le rythme de voix va ralentir, le regard va devenir un petit peu plus intense, le toucher va devenir un petit peu plus sensuel, tout un tas de micro-signes non-verbaux qui vont se calibrer automatiquement en fonction de l'état d'esprit. Et à l'inverse, si on essayait manuellement de calibrer ces facteurs non-verbaux, bah on aurait du mal. Déjà parce que la liste est très longue, je vous en ai listé certains, mais je pourrais vous en lister une vingtaine. Donc d'abord, on ne va pas se souvenir de tous les modifier, et même si on s'en souvenait, on le ferait imparfaitement, donc ça sonnerait faux, et ça donnerait une impression un peu bizarre à la femme. Alors que si on change simplement les pensées qu'on est en train d'entretenir dans son esprit, c'est-à-dire son état d'esprit, bah ça va automatiquement et parfaitement changer la microcalibration de tout le non-verbal. Ça va aussi changer le verbal, parce qu'on aura tendance, quand on a des pensées sexuées et sexuelles, à choisir des mots qui soient subtilement différents. Un contrepoint que je voulais apporter, un point sur lequel je n'étais pas d'accord, et je trouve ça intéressant aussi de dire quand on n'est pas d'accord, parce que ça peut stimuler un débat intéressant, c'était que dans son analyse, Nicolas nous dit qu'au boulot avec une collègue, vous n'allez pas pouvoir créer une tension sexuelle non verbale, parce que ce n'est pas permis, donc vous allez utiliser votre bouche, c'est-à-dire le verbal. Bah là-dessus, c'est marrant parce que j'ai l'analyse inverse, moi. C'est-à-dire que pour moi, ce qui est interdit au travail, c'est justement de verbaliser ces choses-là. Parce que si on le verbalise, eh ben les gens pourront objectionner. Alors que si à l'inverse, la sexualisation passe par tout ce qui est non-verbal, c'est-à-dire passe entre les lignes de ce qui est en train d'être dit, par des regards, par une tonalité de voix, par exemple, et ben dans ce cas-là, la sexualisation va passer très clairement, et pour autant, personne ne pourra objectionner. Ils vont peut-être sentir qu'il y a une tension sexuelle forte, qu'il y a une sorte d'étincelle entre vous deux, mais il n'y aura pas matière à objectionner. C'est quelque chose que j'ai vécu personnellement dans ma vie professionnelle antérieure, avant de démarrer Morning Kiss. Et j'ai eu donc une relation assez forte avec quelqu'un de mon lieu de travail. Et ça s'est passé exactement comme je vous ai dit, c'est-à-dire que les gens savaient très bien qu'il se passait quelque chose, ils sentaient la tension sexuelle qui était forte, mais il n'y avait pas matière à dire quoi que ce soit, parce que ça ne passait pas par les mots, ça passait par une sorte de infra-communication, c'est-à-dire par le non-verbal. On continue, et maintenant on passe à Kamal, Séduction by Kamal. Kamal nous a produit une vidéo qui s'appelle « L'erreur qu'il ne faut jamais faire en abordant une fille », entre parenthèses, et que vous faites probablement. Alors oui, vous le faites probablement parce qu'effectivement c'est une erreur qui est très répandue, et cette erreur consiste à dire, en abordant une femme, à dire « excusez-moi ». Oui, c'est une erreur parce que « excusez-moi », qu'est-ce que ça véhicule? Ça communique que vous donnez plus de valeur à la femme que vous. C'est un début de mettre la femme sur un piédestal. Voilà, un homme, quand il aborde une femme, n'a pas à être désolé de son action. Peut-être le complément que j'aimerais apporter, c'est que ça dépend entièrement de l'état d'esprit d'où on vient quand on dit « excusez-moi ». C'est-à-dire que si effectivement on a comme attitude ou comme croyance qu'on est en train de déranger la femme en question, bah là elle va le percevoir et vous allez perdre des points et assez sévèrement. Par contre, si à l'inverse, si pour vous, le « excusez-moi » c'est une simple formalité, une simple formule de politesse, et que vous avez nullement l'impression de déranger cette femme ou de devoir vous excuser, bah, la femme va le sentir complètement et elle ne va absolument pas vous en vouloir d'avoir dit « excusez-moi ». Donc c'était peut-être le complément que je voulais apporter.
Maintenant, on va passer à quelqu'un qui, sur sa chaîne YouTube, ne parle pas directement de séduction, mais j'ai trouvé que sa vidéo pouvait s'y rapporter parfaitement. Il s'agit de Mathieu Vénis de la chaîne Penser et Agir, et qui nous publie une vidéo qui s'appelle « Pourquoi devez-vous prendre des risques ?» D'après Mathieu, risquer, c'est risquer de perdre quelque chose. Et il faut d'abord prendre le temps de se poser cette question de qu'est-ce qu'on risque de perdre exactement. Parce que bien souvent, on va s'apercevoir que finalement, il n'y a pas vraiment tant de risques que ça. Mathieu nous dit aussi que c'est incohérent, que ça n'a pas de sens de se plaindre continuellement de quelque chose tout en refusant de changer son comportement ou sa manière de faire. Et ça me fait penser à une bonne copine à moi qui est très sympathique par ailleurs, mais qui par contre est un peu énervante parce qu'elle se plaint beaucoup de sa vie et pour autant, elle n'essaie pas de changer les choses. Et Mathieu nous rappelle que ça fait allusion ça fait référence à la définition qu'Einstein a donnée de la folie, qui est que la folie consiste à refaire sans arrêt les mêmes actions en espérant avoir un résultat différent. Or, effectivement, si on veut un résultat différent, il vaut mieux changer ses actions. Ensuite, Mathieu continue avec une description que j'ai trouvée très adaptable à la séduction. C'était que pour réduire le risque perçu, simplement il faut réduire chaque étape du processus qu'on vise, réduire la taille des marches. C'est-à-dire que si on a l'impression d'avoir une montagne devant soi ou de devoir faire un grand saut pour atteindre l'objectif, on peut ressentir du risque, on peut ressentir du coup de la peur, et qu'il convient de découper cette grande marche, ce grand saut en avant, de découper ça en une série de petites marches. Une série de petites marches qui chacune va vous paraître être un risque acceptable, et donc vous allez prendre la première marche, le premier risque, la deuxième marche, le deuxième risque, et au bout d'une dizaine ou d'une quinzaine de marches, vous allez avoir finalement parcouru tout le chemin qui initialement vous paraissait comme étant trop risqué. Ça, j'ai trouvé ça tout à fait adapté à la séduction. C'est exactement l'approche qu'on a chez Morning Kiss en atelier de séduction. Par exemple, si je prends le cas en journée, quand on part dans la rue, dans les lieux publics, un élève qui est débutant, on ne va bien évidemment pas l'envoyer tout de suite sur des cas de figure difficiles, parce qu'il va trouver ça trop risqué, justement. Donc on va découper les choses, c'est-à-dire que d'abord on va lui donner une phrase à tester sur une fille qui peut-être est en train d'attendre, immobile. Ensuite, il va pouvoir s'entraîner à arrêter une femme et à démarrer une conversation avec elle. Ensuite, il va faire deux femmes qui sont en train de marcher ensemble. Après, ça va être une femme qui est avec sa mère, une femme qui est avec son père. Ça, c'est un peu plus dur que la mère. Deux femmes qui sont attablées sur une terrasse de café et qui sont entourées d'autres personnes qui vont entendre ce que vous allez dire. Donc voilà, ça va aller crescendo. Donc on reprend exactement ce concept de Mathieu Vénis qui consiste à découper en petites marches ce qui nous paraissait comme trop risqué. On continue. Et là, on passe dans le monde anglophone de la séduction avec RSD Luc. RSD étant des initiales qui font référence à Real Social Dynamics, Real Social Dynamics. Si vous ne les connaissez pas, je vous encourage à regarder parce qu'ils partagent avec moi une approche orientée principe sous-jacent plutôt que micro-règles. Donc j'apprécie beaucoup RSD. Et Luc nous publie sur ce lien une vidéo qui s'appelle la persistance perpétuelle. Le premier point que Luc fait, c'est le même point qu'a fait la Gouaille dans la première vidéo à laquelle je vous ai parlé. C'est le game de gros volume, c'est-à-dire de multiplier les interactions et de diminuer le temps entre les interactions. Et Luc apporte le complément de dire que si on s'en tient à faire seulement de la multiplication d'approches, on risque de devenir une sorte d'addict des approches, addicté à faire des ouvertures. Et le problème, c'est que évidemment, si on fait que des ouvertures, on va rarement conclure. Ça va être un peu difficile. Donc Luc apporte comme deuxième point le point de la profondeur de l'interaction, c'est-à-dire de creuser l'interaction, de pousser l'interaction toujours plus loin. Et là, quand on couple ça avec du gros volume, c'est là où on peut avoir des résultats.
Alors Luc fait aussi une distinction que j'ai trouvée très intéressante. Il nous parle de moments de désintérêt. C'est-à-dire, Luc nous explique que dans une séduction, quand on va de la rencontre jusqu'à la conclusion, c'est-à-dire le sexe, on peut s'attendre à avoir une vingtaine de moments de désintérêt, c'est-à-dire des micro-résistances, des moments où la femme va faire un pas en arrière, soit littéralement, soit de manière figurée, va mettre un petit coup de frein. Et le tout, c'est de s'y attendre. Donc quand on va être confronté à un petit moment de freinage comme ça, un petit moment de désintérêt, bah, on va se dire dans sa tête, ah ok, voilà le premier moment de désintérêt, bon, bah, il m'en reste encore 19 à valider avant d'arriver à mon objectif. J'ai trouvé ça intéressant. Sa vision, c'est que trébucher, finalement, c'est normal en séduction. Et je suis extrêmement d'accord. La séduction, c'est rarement une sorte de perfection qui coule de source. C'est souvent quelque chose d'assez bordélique avec ces moments de désintérêt. Et le tout, c'est de rester relativement non réactif quand on est confronté à un moment de désintérêt. Luc nous fait aussi un point intéressant que sortir tard, c'est-à-dire rentrer à 5 heures du matin, bah, ça va favoriser votre taux de conversion parce que il nous fait cette notion d'être le dernier homme debout. Si vous êtes le dernier homme debout, bah, évidemment, ça coule de source, vous allez multiplier vos chances de conclure l'interaction. Alors, c'est pas quelque chose que moi je connais parce que moi je suis relativement couche-tôt, donc j'ai tendance à partir des soirées vers 2 heures ou 3 heures du matin. Donc attention, c'est pas obligatoire de se coucher à 5 heures du matin, simplement Luc nous dit que ça augmente les chances d'y arriver. Alors Luc nous donne 3 exercices pratiques, et j'ai trouvé ça très intéressant qu'il nous donne à la fin d'une vidéo des exercices pratiques. Le premier, c'est de faire en arrivant, si par exemple on est de sortie pour draguer, c'est de faire une dizaine d'approches tout de suite. Et là donc il fait référence au game de gros volume à laquelle fait référence la gouaille. Et le deuxième exercice, c'est de suivre ça par des interactions chronométrées, où on va se donner comme défi de durer dans l'interaction de plus en plus longtemps. Donc là, il fait référence à son deuxième point qui était de pousser plus loin, d'approfondir chaque interaction. Et son troisième exercice, et je trouve ça très intéressant, c'était d'aller voir une femme avec comme objectif de se faire jeter, pas une fois, mais se faire jeter 5 fois. Parce que ça va faire travailler le muscle de la persistance, ça va faire que vous allez vous entraîner à avoir une relative non-réactivité à ces moments de désintérêt. Donc voilà, pour repartir de cette femme que vous abordez, elle va devoir vous le dire 5 fois. Ça peut être un entraînement intéressant. Le complément que j'aimerais apporter à tout ça, c'est qu'il ne faudrait pas faire la confusion entre persister et devenir lourd et insistant. Alors je l'ai souvent dit dans d'autres vidéos, mais je vais le redire ici. C'est-à-dire que oui, je suis d'accord que vous pouvez être relativement non réactif à des moments de désintérêt. Alors, ce n'est pas la porte ouverte pour vous imposer sur une femme. Je vous demande d'avoir un minimum d'acuité sociale, un minimum de bon jugement, un minimum de feeling social pour sentir les choses, pour sentir quand c'est une résistance symbolique et quand c'est un véritable stop. Voilà, il y a une différence entre un pas en arrière et un stop. Dernière vidéo du jour, on va rester chez Real Social Dynamics et on va passer chez l'instructeur qui s'appelle Todd, qui nous publie une vidéo ce mois sur être meilleur au lit. Alors c'est assez rare pour être signalé, c'est pour ça que je voulais vous parler de cette vidéo. Les vidéos sur le sexe, c'est assez rare. Et Todd nous fait comme premier point de distinction, c'est que pour être meilleur au lit, souvent, les hommes cherchent des techniques physiques. Or, souvent, les solutions sont plutôt dans l'approche, l'état d'esprit, le mental. J'ai un peu un chat dans la gorge aujourd'hui. Deuxième point que Todd souligne, c'est l'intérêt des préliminaires. C'est-à-dire que autant un homme peut avoir envie tout de suite en claquant des doigts, autant une femme, bien souvent, va avoir besoin d'un peu plus de temps, va être un peu plus comme un variateur dont on va augmenter progressivement l'intensité. Ce qui ne veut pas dire que vous êtes obligé de faire
forcément des préliminaires au lit dans la chambre à coucher. Les préliminaires peuvent avoir lieu avant d'arriver chez vous, pendant que vous êtes en train d'augmenter fortement la tension sexuelle sur le chemin du retour, dans l'ascenseur. Le tout, c'est qu'il y ait des préliminaires. Et si vous avez fait ces préliminaires, c'est dans ces cas-là où vous allez avoir les cas de figure où, en ouvrant la porte de chez vous, la femme que vous convoitez va tout de suite se jeter sur vous parce qu'elle veut aller plus loin. C'est que les préliminaires ont été faits, même si peut-être vous ne les auriez pas appelés préliminaires. C'est ça la distinction que j'apporte par-dessus cette vidéo. Ensuite, Todd nous explique que le sexe n'est pas toujours pareil. Effectivement, peut-être quand on manque d'expérience et qu'on regarde des films porno, on peut avoir l'impression que le sexe est toujours pareil. Or, en réalité, le sexe peut parfois être assez animal, assez bestial, peut parfois ressembler à un film X, et à d'autres moments, ça peut être quelque chose de très tendre, de très doux. Et ça peut à d'autres moments être quelque chose de très fun, où on va en rigoler ensemble. Donc vraiment, il y a plusieurs façons d'aborder ça. Et il fait aussi la distinction, Todd, entre la première fois avec une nouvelle conquête et peut-être les jeux sexuels qui peuvent s'instaurer dans une relation suivie. Et ce ne sera pas tout à fait la même manière de s'y prendre. Ensuite, Todd nous parle d'être à l'écoute des réactions de la femme. Et il fait ce point important qui est de ne pas confondre prise d'initiative et manque d'écoute. C'est-à-dire, oui, c'est excellent en tant qu'homme que vous preniez des initiatives dans la chambre à coucher. Par contre, soyez à l'écoute de la réaction de la femme. C'est-à-dire, ça peut être comment elle se tortille sous vos doigts, ça peut être les gémissements. Est-ce que ces gémissements vont en s'accentuant ou plutôt en diminuant? C'est ça qui va guider comment vous allez orienter vos initiatives au lit. Après, Todd nous donne quelques conseils strictement techniques, par exemple d'alterner le rythme entre fort et rapide et plutôt doux et lent. Un autre conseil pour amplifier la stimulation clitoridienne, Todd nous explique que c'est mieux d'augmenter la vitesse de stimulation tout en restant avec une pression très douce. C'est beaucoup mieux de faire ça que d'augmenter la stimulation en augmentant la pression. Et il nous fait une comparaison avec les fellations. Et effectivement, ça vous fait peut-être penser à certaines filles qui mettent trop de pression, peut-être vous sentez les dents sur vous. Là, effectivement, ça ne va pas être agréable. Et une femme, c'est pareil. Si vous stimulez, si vous appliquez trop de force sur son clitoris, ça va être désagréable pour elle de la même façon. Alors, ça c'est la fin de la vidéo de Todd. Le complément que je voulais apporter à sa vidéo, c'est cette notion d'érotisme qui m'est assez chère. C'est-à-dire, oui, vous voulez amener une femme au lit, vous n'êtes pas obligé d'être pressé de le faire. Vous pouvez, si vous le voulez, faire durer les jeux sexuels, la tension sexuelle qu'il va y avoir avant la pénétration. C'est ce qu'on appelle érotisme, c'est ce qui est absent notamment du royaume animal. Et je voulais souligner que notre organe sexuel principal, ce n'est pas celui que vous pensez, c'est notre cerveau. Le sexe, ce n'est pas seulement quelque chose de physique, c'est aussi quelque chose de mental. Je vous donne un exemple très simple. Quand vous mettez une fessée à une femme au lit, une femme consentante, évidemment, dans le cadre de jeux sexuels, quand vous lui mettez une fessée, elle peut y prendre beaucoup de plaisir. Évidemment, ce n'est pas un plaisir physique, parce que pour se prendre une fessée, ce n'est pas physiquement agréable. Si ça lui fait plaisir, c'est parce que ça fait référence à un stimulus mental. C'est une forme de domination masculine, ça fait référence à du sexe un petit peu animal. Voilà, tout ça, c'est du mental. C'était donc le journal de la séduction de ce mois-ci. Je vous encourage, si vous avez aimé ce journal, de vous abonner. Vous êtes libre de vous abonner si vous voulez recevoir les journaux ultérieurs, successifs. Et je vous encourage à venir commenter dans la zone de commentaires en dessous de cette vidéo. Vous pouvez partager les vidéos qui ont capté votre intérêt en séduction. Vous pouvez apporter un complément d'analyse aux vidéos que j'ai citées. Et n'oubliez pas que tous les liens des vidéos que j'ai citées sont dans la zone description. Merci, à bientôt et au revoir.